Voilà, nous revoici en plénière. J'espère que ici, à l'Institut catholique de Paris, comme un peu partout en France, vous avez pu avoir de bons et inspirants ateliers. On va reprendre notre séquence. Quelques annonces rapides. La première, vous trouverez au site de sur le stand de l'ICP cette petit fascicule d'un cycle de conférences qui s'appelle Chemin de Bible. Et j'attire votre attention sur la conférence, pour celles et ceux qui voudraient continuer à profiter de ces apports, une conférence qui est dédiée le 13 décembre à mettre le travail à sa juste place avec Béatrice Ouari, que vous avez entendu en fin de matinée. J'attire votre attention sur le fait que vous pourrez profiter d'un tarif préférentiel en tant que membre d'Espagne Sociale. Donc deux informations, il y a un tarif, mais il est préférentiel. Voilà, donc on est très heureux d'accueillir nos intervenants qui vont vous être présentés. Merci à Catherine Escrive, qui est chef de rubrique au Pèlerin et qui a accepté d'animer cette table ronde. Et elle sera assistée à la table des questions par Olivier Pasquier et Philippe Segretin, qui sont membres de notre conseil d'administration. Je vous retrouve juste après. Et merci de nous accueillir pour cette rencontre. Alors oui, je suis là en tant que partenaire, donc je représente Bayard, le groupe Bayard, et plus particulièrement l'hebdomadaire Le Pèlerin, qui est un hebdo d'actualité générale. On a 300 000 lecteurs par semaine, on en est fiers, et on a 100 000 abonnés. Beaucoup de seniors, beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet que nous allons traiter ce soir ensemble. Vivre décemment de son travail. Pour en parler, Sophie Boissard. Bonsoir madame. Vous êtes directrice générale du groupe Clariane. C'est un groupe comptant 60 000 collaborateurs dans 6 pays européens. Ce groupe Clariane, il a 3 activités: les maisons de retraite médicalisées, les établissements et services de santé spécialisés, et puis le domicile et l'habitat partagé avec petit-fils notamment, hein, c'est ça. Et puis vous avez travaillé, c'est important de le préciser, avec Gérard Larcher au ministère du Travail. Hein, notamment, entre autres. Laurent Grand-Guillaume, bonjour, bonsoir. Vous êtes entrepreneur et président de l'association nationale Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Ancien élu, ancien député, vous êtes également essayiste. Votre dernier ouvrage est intitulé « Expérimenter le droit à l'emploi ». Il est paru aux éditions Berger-Levrault en avril 2024, c'est tout récent. Vous êtes aussi un expert des mutations du travail, des nouvelles formes d'emploi et des innovations sociales. Et c'est à vous que je vais d'abord m'adresser. Alors, on avait prévu un petit exposé, mais vous venez de me dire que vous êtes un homme de parole et de dialogue, beaucoup, donc vous préférez qu'on entre ensemble dans le vif du sujet. J'aimerais dans un premier temps que vous nous parliez de cette association nationale dont vous êtes, j'ai dit, le président. Oui, alors, vous m'entendez bien, non ? Non, il faut pousser. Voilà. Pardon. 1, 2, voilà. Donc, merci d'abord pour votre invitation et salutations à tous. Alors, plus que l'association, finalement, le plus important, puisque l'association, ce n'est qu'une organisation, ce qui est important, c'est le projet que porte l'association, Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. C'est une expérimentation sociale qui est née dans la société civile, avec ATD Quart Monde, le Secours catholique, le Pacte civique, la Fédération des acteurs de la solidarité, bien sûr Emmaüs France et bien d'autres encore associations. Et l'idée est assez simple, elle consiste en un constat, c'est de se dire qu'il y a un coût du chômage en France, qui est supporté par les pouvoirs publics, que ce soit des acteurs nationaux ou des acteurs locaux, et on peut finalement mobiliser ce coût pour financer une part d'emplois nouveaux dans les territoires que l'on peut créer avec des activités qui n'entrent en concurrence avec personne. Et ce projet, il lui repose sur une volonté. La volonté, c'est de se dire que les acteurs dans les territoires peuvent se réunir ensemble, travailler ensemble pour définir finalement qu'est-ce qui manque dans mon territoire. Les élus, le maire, les associations, les entreprises du territoire, les artisans, les ETI, peu importe. Qu'est-ce qui manque dans notre territoire ? Eh bien, qu'est-ce qui manque dans notre territoire ? C'est la question qu'on s'est tous posée pendant la crise sanitaire. Qu'est-ce qui manque dans notre territoire quand on était tous les uns les autres confinés ? Qu'est-ce qui manque dans mon territoire ? Il manquait des services de proximité, des commerces de proximité,
des soins aux personnes. Il manquait aussi des activités de transition écologique pour prendre soin de son territoire. Alors, en tout cas, plein d'activités que nous, on a décidé de développer. Parce que cette expérimentation, elle date pas du Covid, elle date de bien avant. Il y avait déjà c'était là en gestation dans certains territoires. Exactement. Moi, j'ai porté une loi en 2016, quand j'étais député, qui a été votée donc, à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a autorisé l'expérimentation dans 10 premiers territoires. Et donc, on avait déjà des territoires qui se préparaient avant le vote de la loi par la mobilisation de la société civile. Et donc, on a lancé cette expérimentation concrètement en 2017 dans 10 territoires en France, ruraux, périurbains et urbains. Lesquels? Est-ce qu'on peut en citer certains pour donner la carte? Oui, vous avez Jouques dans les Bouches-du-Rhône, Mauléon dans les Deux-Sèvres, Pipriac en Île-et-Vilaine, Paris 13, pas très loin. Vous avez aussi en Meurthe-et-Moselle, Colombey-les-Belles ou Colombelles dans le Calvados. Vous voyez, c'est très... Thiers dans le Puy-de-Dôme, enfin, bon, je ne vais pas tous les citer parce que ça peut durer longtemps, mais en tout cas, une vraie diversité de ces territoires. Et d'ailleurs, on a obtenu une deuxième loi en 2020 pour étendre le projet à au minimum 50 nouveaux territoires. Et aujourd'hui, il y a près de 80 territoires qui expérimentent en métropole, dans les territoires ultramarins et en Corse. On pourrait y revenir parce que c'est souvent des territoires dont on parle moins et c'est dommage. Et nous aurons environ 90 territoires à la fin de l'année qui seront dans l'expérimentation en France, je précise, puisque maintenant le projet est européen. Il se déroule dans d'autres pays européens. Et pourquoi ça marche en fait? Quelle est la recette de ce que vous instaurez là? Pourquoi ça marche? D'abord parce que ça commence par la coopération dans les territoires. Donc on se met autour de la table dans un petit territoire entre 5 et 10 000 habitants, donc ça peut être le quartier d'une grande ville, ça peut être plusieurs communes rurales, une communauté de communes, un pays parfois. Et donc ça repose d'abord sur cette question de la coopération. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité, dont les personnes privées d'emploi. Parce que ce qui est important dans ce projet, c'est que les personnes privées d'emploi sont autour de la table. On leur demande ce qu'elles vont faire, ce qu'elles veulent faire finalement, et ce qu'elles ont fait. Mais dans ce qu'elles ont fait, c'est quel est le récit aussi de ce qu'elles ont fait. D'où le partenariat avec ATD Carmonde et le Secours catholique. Exactement, c'est-à-dire qu'on recherche l'exhaustivité des personnes qui sont privées d'emploi dans les territoires et nous faisons du porte-à-porte avec des bénévoles pour aller identifier les personnes privées d'emploi. Parce qu'il y a des statistiques du chômage qui existent depuis bien longtemps, mais les statistiques du chômage ne prennent pas en compte les personnes qui sont dites invisibles. Alors moi je déteste ce terme d'invisible parce que je ne sais pas si ça doit être votre cas. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'invisible, pour ma part en tout cas. Peut-être que vous avez vu déjà quelqu'un d'invisible, voilà, je ne sais pas, mais moi je vois plutôt des ignorés, des personnes que l'on ignore, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas prises en compte, mais c'est actif ce principe. Si elles sont ignorées, ce n'est pas parce qu'elles le souhaitent elles-mêmes. Et donc on va voir ces personnes et on se rend compte que dans certains territoires, 30% des personnes que nous identifions ne sont pas inscrites à France Travail ou au RSA dans les départements. Donc 30% des personnes que nous identifions ne sont dans aucune statistique, en tout cas relative au chômage, et ne sont pas donc accompagnées. On l'explique parce que ce sont des chômeurs longue durée ou que ça s'explique comment en fait? Alors, elles sont au chômage longue durée, certes, mais ça s'explique parce que d'abord, il y a un tabou en France dont on parle peu, c'est le travail informel. Donc elles survivent, je dirais, dans leurs conditions d'existence par le travail informel et donc par des activités dans de nombreux secteurs bien connus et dans lesquels les personnes ne sont pas toujours déclarées. Exemple, dans la Nièvre, Prémery, qui est un territoire qui a été désindustrialisé au début des années 2000, avec l'entreprise Lambiotte qui avait été fermée. C'est plus de 200 salariés qui ont perdu leur emploi. Nous avons embauché une vingtaine de personnes qui, pour une part, travaillaient dans les forêts du Morvan, non déclarées. Et donc, nous les avons embauchés pour développer une activité bois avec d'ailleurs le Secours catholique, puisque ce bois est vendu à un tarif social dans le département de la Nièvre à partir des travaux que nous réalisons. Et bien, ces personnes maintenant paient des cotisations sociales, se soignent, voient des médecins, ont une vie sociale et une reconnaissance dans leur travail, c'est-à-dire au-delà d'un sens du travail, elles ont une reconnaissance et un emploi, c'est-à-dire une relation contractuelle finalement qui leur ouvre des droits sociaux qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent. Donc, l'exhaustivité, c'est un point essentiel. C'est la boussole du projet. S'il n'y a pas de recherche d'exhaustivité, ce projet il n'est pas nécessaire qu'il vive, puisque c'est justement parce que l'on recherche l'exhaustivité qu'on se dépasse
pour aller chercher les personnes. Après, ce qui fonctionne aussi, c'est de s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut développer dans le territoire. C'est un succès. Près de 40% des activités qui sont développées par les entreprises qui ont été créées dans chacun des territoires se développent dans le domaine de la transition écologique. Il est clair que pour développer des activités dans la transition écologique, il faut amorcer la pompe, puisque ce ne sont pas des activités qui sont reconnues, on va dire, parfois par le secteur marchand, mais pas encore suffisamment. Et donc, nous, on investit dans ce domaine. Pour exemple, nous avons développé une filière amont avec Saint-Gobain, et dans une partie des 80 territoires dont je parlais, nous recyclons le verre des fenêtres dans le cycle amont de Saint-Gobain. Aujourd'hui, quand les fenêtres sont démontées dans des déconstructions, il faut savoir qu'elles sont enterrées dans les sols. Donc on les laisse aux générations futures, aux enfants, qui seront les adultes demain, pour gérer ce problème. Eh bien, nous les récupérons, nous recyclons le bois et le PVC, et le verre qui part donc chez Saint-Gobain. Voilà un exemple concret d'une activité qui a été développée avec les personnes qui sont autour de la table et avec les acteurs qui nous ont inspirés pour développer ces activités. Ça signifie qu'il faut vraiment exécuter un travail de repérage local très très fin. En fait, c'est très fin, mais c'est ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de... Bon, moi, j'ai été élu, donc je vois très bien jusqu'où les discours parfois peuvent mener. Il faut cesser de penser que, le chômage est une responsabilité uniquement individuelle. De traverser la rue, non, ça ne suffit pas, premièrement. C'est un vrai sujet. Et deuxième sujet, la question de la privation d'emploi est une responsabilité collective. Et quand je dis collective, ce n'est pas la seule responsabilité de l'État. L'État n'est pas responsable de tout. C'est un peu facile de dire que l'État est responsable de tout. Il suffirait en gros de claquer des doigts ou de mettre en place un dispositif descendant pour résoudre un problème. C'est-à-dire par nature une norme qui ne prend pas en compte l'humain. Parce que la norme des dispositifs, comme on l'a vu depuis 40 ans, n'a pas produit les effets suffisants puisque des personnes sont privées durablement d'emploi depuis, pour certaines que nous embauchons, et donc pour l'essentiel d'ailleurs, elles sont au chômage depuis en moyenne 5 ans. Nous avons des personnes qui signent pour la première fois de leur vie un CDI, un contrat à durée indéterminée, et qui ont le SMIC pour la première fois de leur vie à 50 ans. Moi, je trouve ça inadmissible, c'est injuste et c'est anormal. Voilà. Donc, vraiment, je pense que le chemin, c'est ça, c'est redonner cette dignité, mais en l'accompagnant par la responsabilité collective et en se disant que finalement, nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe et donc nous avons tous une part de la solution. Entreprises, acteurs publics, associations, partenaires sociaux, bien évidemment, les personnes qui ne sont pas forcément engagées, mais qui sont des bénévoles ou des personnes qui veulent donner du temps. Et tous ces acteurs réunis peuvent concourir à élaborer une solution ensemble. Donc la question du chômage longue durée ou de la privation durable de l'emploi n'est pas de la seule responsabilité de l'État. Et je pense qu'à partir du moment où on se dit ça déjà, on a déjà accompli, je pense, un gros changement, parce que c'est un peu l'idée qu'on a depuis très longtemps dans notre pays. Vous avez vous-même été engagé en politique au Parti socialiste jusqu'en 2017. Et est-ce que ça signifie aussi que vous avez eu conscience à un moment que les leviers politiques ne vous semblaient pas suffisants et que vous avez eu envie d'agir autrement ? Moi, de toute façon, c'était simple. Dans ma tête, déjà, j'ai été élu local puis élu national. Je m'étais dit que je ferais ça un temps, c'est ce que j'ai fait. On me disait, mais t'es jeune, il faut que tu continues. Non, j'avais envie de faire autre chose et de revenir à la vie professionnelle. Ce qui m'a permis d'être libre, d'ailleurs, et de ne pas dépendre de la politique au sens des mandats, parce que ce n'était pas mon métier pour en vivre. Et ce qui m'a permis de toujours dire ce que je pensais. Ça, c'est important. Et je n'ai plus d'engagement partisan aujourd'hui. J'ai des convictions profondes. Mais par contre, j'ai cette liberté. Et comme je dis souvent, la liberté, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Et donc, je pense qu'il faut des élus, justement, pour agir, mais il faut une liberté. Et je trouve que j'ai trouvé à l'époque qu'il n'y avait plus de réflexion de fond, en vérité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce que sont les élus, mais pas à ce qu'ils font, en tout cas de moins en moins. Donc, il vaut mieux faire un tweet ou un TikTok pour être connu que d'agir dans son territoire à l'ombre des lumières, on va dire. Voilà, sans savoir quelle récompense nous réserve finalement l'univers profond. Mais il y a cette question qui est posée aujourd'hui, c'est s'interroger sur le fond, sur les causes et pas seulement sur les conséquences. Pourquoi les personnes sont privées durablement d'emploi ? Non, il ne suffit pas, je redis une fois, de traverser la rue. Dans les causes que je vois, il y a les problèmes de mobilité. Je n'ai pas de transport à ma disposition pour aller travailler. Deuxième chose, j'ai des enfants.
je suis seul à élever mes enfants, comment je fais pour gérer les horaires des écoles, les horaires d'un travail, les horaires des transports, donc de nombreuses contraintes qui sont parfois incompatibles. Dans Territoire zéro chômeur, nous avons des emplois à temps choisi. Ce ne sont que des CDI et c'est à temps choisi, c'est-à-dire si une personne nous dit « je veux travailler 2 jours par semaine ou que les matins ou que les après-midi », on lui dit « oui, bien sûr, tu peux ». Il y a 1 Français sur 5, étude de la Fondation Cognac-G, je crois qu'il date de 2021, 1 Français sur 5 qui est aidant familial, qui aide un parent ou un enfant. Comment on prend en compte cette réalité pour que ces personnes puissent travailler? Alors voilà. là, on rejoint vraiment le sujet qui nous réunit. Mmh. Vivre décemment de son travail, c'est oui. une des dernières questions que je voulais vous poser avant de donner la parole à Sophie Boissard. Ce thème, il renvoie bien sûr à la question des salaires, qui est une question importante, mais il renvoie également à la question du mode de vie, de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale, vous venez de le dire. Il vient nous interroger sur tous ces points. Et puis de ce que l'on produit aussi, c'est-à-dire ce que je produis, à quoi ça sert, à quoi ça répond et à qui cela répond. Voilà, ce sont des sujets effectivement importants. Alors, quand on dit salaire, moi je parle du droit à l'emploi et du droit au travail parce que pour moi, le travail n'est pas que l'emploi au sens du salariat. Il y a des personnes qui ont choisi l'indépendance et qui sont heureuses, d'autres qui sont malheureuses. Il y a des personnes qui sont salariées, qui sont heureuses, d'autres qui sont malheureuses. Il y a même des personnes qui travaillent dans le champ associatif et dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui peuvent être malheureuses. Je vous renvoie à Souffrance au travail en milieu engagé aux éditions du Faubourg, qui était très intéressant justement. Il n'y a pas de modèle idyllique. Et donc, il y a plusieurs voies possibles pour être heureux et justement retrouver un sens dans le travail. Mais encore faut-il pouvoir interroger toutes ces questions dans des organisations qui l'acceptent. On est dans une économie aujourd'hui où l'immédiateté quand même et le court terme gouvernent. On est dans une économie dans laquelle, bien évidemment, il faut réaliser des bénéfices pour pouvoir investir, pour pouvoir développer. Ce n'est pas un gros mot. Par contre, c'est comment finalement on adapte aussi ces organisations à la réalité humaine. Aujourd'hui, moi je crois qu'on a une polarisation du marché du travail avec des personnes qui sont de plus en plus exclues du travail et d'autres qui bénéficient de toutes les dynamiques du travail, par les compétences, par les diplômes, par la possibilité d'avoir des mobilités, par la possibilité d'avoir du télétravail, et d'autres qui n'ont aucun de ces choix possibles. Donc c'est comment on réunit ces mondes et comment on arrête de séparer les gens, en fait, et donc de recréer du lien dans tout ça. Et ça, c'est pour moi, je pense, un bel enjeu que l'on peut poursuivre tous collectivement. Merci Laurent Grand-Guillaume. On va vous avoir en dialogue 10 minutes. Merci. Alors Sophie Boissard, je crois que vous aviez prévu de nous parler du groupe un petit peu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on discute comme ça de la même manière à bâton rompu. Ou... Écoutez, volontiers, d'une certaine manière, j'aurais envie de prendre le relais de ce que vous avez dit, vu des dynamiques de territoire, pour dire comment, à l'intérieur d'une entreprise, en l'occurrence le groupe Cariad, donc qui est une entreprise pas comme les autres, puisqu'elle est active dans les métiers de la santé, de l'accompagnement des fragilités. Comment est-ce qu'on a pris cette question du vivre décemment de son travail? Et c'est un témoignage qui finalement a pour but d'alimenter notre réflexion ce soir. Je dirais que moi, le pari que j'ai fait il y a maintenant, ça fait 9 ans que je dirige cette entreprise, ça a été de me dire, pour que chacun puisse vivre décemment de son travail dans une activité, des métiers qui sont à la fois des métiers de vocation, éminemment dans lesquels la question de l'utilité ne se pose pas, mais en revanche la question de la perception, de la pénibilité réelle ou en tout cas perçue et du statut, peuvent être aussi toujours perçus comme des métiers d'intouchables, des métiers qu'on n'aimerait pas faire. C'est le regard que projette la société, en tout cas sur les... Non pas, je ne parle pas des médecins spécialistes, je parle des aides-soignants, des infirmiers, des auxiliaires de vie. Aussi. Les fameux... Alors, je déteste ce terme d'invisibilité, je vais expliquer pourquoi. Je pense que ce terme-là même renvoie part de celui qui l'exprime, qui le fait a priori animé de bonnes intentions, sentiment de compassion, est une forme de manque de considération ultime. Et c'est ce que je voudrais vous dire, enfin c'est le témoignage que je voudrais faire aujourd'hui, où je pense que la clé pour que l'on puisse vivre décemment de son travail,
au-delà même du contrat, au-delà même de la rémunération, qui sont absolument clés, le premier sujet, c'est la dignité, la considération que l'on reçoit. Et c'est comme ça qu'on a décidé, il y a maintenant, c'était en 2017, fort du fait qu'on a une visibilité très forte sur nos besoins en fait de recrutement et nos métiers sont extrêmement prévisibles, que par construction, quand on voit le vieillissement de la population, les besoins les maladies chroniques au domicile, l'évolution des structures familiales, aussi la solitude d'une partie des personnes en besoin de soins, donc le moindre nombre d'aidants familiaux, nous sommes dans une activité qui structurellement a besoin de recruter. Et donc on s'est dit, construisons nos propres filières de formation et de promotion professionnelle avec un double enjeu qui est très simplement pourvoir à nos besoins de recrutement par nos propres filières de formation, plutôt que de râler et d'attendre que la puissance publique augmente le nombre de soignants formés. Et puis, deuxièmement, du point de vue même de nos collaborateurs, essayer de construire ensemble quelque chose qui soit aussi des parcours de promotion professionnelle. Et donc, quand j'ai commencé cela en 2017, on devait avoir une centaine de salariés qui étaient soit en alternance pour les moins de 30 ans, soit dans des parcours de validation des acquis de l'expérience pour des personnes qui avaient commencé comme auxiliaires de vie, qui devenaient aides-soignantes, mais c'était vraiment moins d'1%. On a fixé comme objectif d'avoir chaque année au moins 10% de nos collaborateurs engagés dans des parcours de formation diplômants. Et on a créé une université. On a construit nos propres centres de formation en alternance en faisant des partenariats avec des CFA dans toute la France, de façon à ce qu'on ait des classes partout. Et on a des partenariats avec des universités. Et aujourd'hui, donc 26 000 collaborateurs en France. On a 3 000 de ces 26 000 collaborateurs qui sont engagés dans une formation diplômante. Ça va du diplôme d'aide-soignant ou de cuisinier jusqu'à des diplômes universitaires de spécialité pour les médecins ou les infirmiers qui veulent se former dans toutes les disciplines possibles, notamment en soins palliatifs, traitement de la douleur. Et donc 120 diplômes, 3 000 personnes. Et moi, ce qui me frappe au fur et à mesure qu'on avance, c'est le premier bénéfice de cela, au-delà même de ce que j'avais pu imaginer quand on a commencé, c'est l'immense souffle d'espoir et de reconnaissance et de considération que ça a envoyé. Et je voudrais juste prendre vraiment quelque chose de tout récent, puisque donc chaque année, maintenant, depuis 7 ans, on fait une cérémonie pour honorer les diplômés de l'année. Et à chaque fois, il y a des témoignages incroyables de personnes qui souvent ont des parcours de vie, alors qui ont pu passer par du chômage de très longue durée, ou qui ont beaucoup, dans nos métiers en tout cas, des parcours de migration. Donc qui sont arrivés en France, qui parfois avaient d'ailleurs des qualifications dans leur pays. J'ai en tête hier dans la cérémonie de cette année une femme qui expliquait qu'elle était sage-femme en Côte d'Ivoire, qu'elle est arrivée en France et aucune de ses qualifications n'était reconnue, donc elle a commencé à travailler comme auxiliaire de vie. Pas le choix. J'ai vraiment des mères courage qui en général ont aussi charge d'enfants et pas forcément beaucoup de stabilité ou d'aide dans leur foyer, et avec laquelle on a construit quelque chose qui lui a permis d'entrer en institut de formation de soins infirmiers. Elle a réussi sa première année avec un parcours accéléré de 2 mois, ça s'appelle les parcours réussite, et maintenant elle est embarquée. Elle est en alternance, entre guillemets, mais elle a 50 ans, donc une forme d'alternance pour salariés en reconversion. Pour elle, ce n'est pas une reconversion, mais c'est plutôt un retour à ce qu'elle était dans son pays et ce qu'elle est en train de pouvoir à nouveau reconquérir. C'est un exemple parmi plein d'autres. J'ai encore en tête une autre dame qui passe son diplôme d'aide-soignante à 55 ans passés, et quand je les interroge, pourquoi vous le faites, puisque finalement vous n'avez rien à prouver, vous savez le faire, évidemment vous allez être mieux payé, mais c'est pas une différence énorme parce que l'ancienneté fait que les différences sont pas si importantes. Et à chaque fois j'ai toujours la même réponse de ces personnes qui me disent: vous vous rendez pas compte, c'est mon premier diplôme, c'est le premier diplôme de ma vie.
vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mes collègues, je suis regardée à parité, je suis considérée. Et in fine, je pense que la réponse première qu'on doit faire à cette question du vivre décemment de son travail, c'est d'abord cette question de considération et de reconnaissance. Alors ça, c'est le premier élément que je voudrais indiquer, et c'est en réalité porteur de beaucoup d'espoir. C'est ce que vous disiez d'ailleurs à très juste titre, parce que ça, c'est finalement, il ne dépend que de nous, en particulier dans des secteurs qui structurellement sont des secteurs dans lesquels on a besoin de recruter, on a besoin de développer, on a besoin de compétences, de faire en sorte en fait que cet accès large à une formation appliquée, une formation par l'alternance, soit rendu possible. Et aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas tellement le sujet du financement. Le sujet, c'est d'abord une question de complexité effroyable de tuyaux qui ne sont pas embranchés, de statuts selon que vous avez plus ou moins de 30 ans, de branches professionnelles qui perdent des salariés mais qui ne veulent pas donner les fonds de la formation professionnelle à celles, aux branches à côté qui, elles, ont besoin de recruter. Et donc, on a une espèce d'usine à gaz autour de nous qui fait qu'effectivement, on a sans cesse besoin d'écarter un peu cette complexité pour essayer de revenir à du grand bon sens et à cette action finalement à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'un territoire, d'homme à homme ou de femme à femme, pour construire et permettre cette reconnaissance. Et moi, j'en tire autre chose, c'est qu'en fait, chacun cherche profondément d'abord à être utile et à être reconnu pour cette utilité, très profondément, et que chacun peut, d'une manière ou d'une autre, trouver cette petite, dès lors qu'on lui tend à un moment, finalement, qu'on lui donne une main secourable, mais c'est pas tellement ça, qu'on lui donne finalement le bon fil, peut s'engager, et qu'ensuite, en réalité, les perspectives sont immenses. Ce que nous faisons aussi, et ça c'est la brique supplémentaire maintenant, pour diriger un établissement, que ce soit une maison de retraite ou un établissement médico-social ou un établissement de santé, il faut avoir en France un Master 2. C'est pas facile d'avoir un Master 2 quand on n'a pas de bagage universitaire. Vous voyez, vous comprenez bien ce que je veux dire. On a construit finalement des parcours par petites briques qui permettent finalement de combiner de la reconnaissance des acquis de l'expérience, des savoirs évidemment théoriques complémentaires, et qui permettent finalement aujourd'hui, quel que soit le point de départ de la formation, de la filière professionnelle, d'aller chercher le Master 2. On a appelé ça MEOS, donc c'est vraiment un parcours par brique. Le jour où on l'a ouvert, c'était il y a moins d'1 an, on a eu 500 candidatures dans la semaine qui a suivi. Toutes sortes de candidatures, des personnes qui, en fait, alors qui ont toutes déjà un long parcours dans l'entreprise, qui ont un statut de technicien ou de maîtrise, mais qui sont vraiment prêtes, même si ça va durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si ça veut dire qu'elles vont travailler le soir, probablement prendre aussi sur leurs vacances, puisque vraiment on aménage, mais on ne peut pas non plus complètement aménager comme vous le faites. Évidemment, les besoins de notre activité, les besoins de la prise en charge priment. Mais elles sont prêtes à embarquer pour ce voyage de quelques années pour pouvoir diriger des établissements. Et honnêtement, c'est souvent les profils les plus extraordinaires, en tout cas les plus engagés, les plus résilients, et aussi qui ont cette capacité en fait d'accompagnement et de compagnonnage, en fait, d'offrir, en fait, de passer le relais et d'offrir la même chose à celles et ceux qu'elles encadrent. Alors peut-être pour terminer, je pense que ce type de démarche, en tout cas dans des entreprises qui recrutent dans le secteur comme la mienne, est vraiment largement est possible partout, probablement à condition qu'il y ait quelques éléments structurants présents. D'abord, je crois que l'entreprise ou l'institution en fait concernée doit être extrêmement claire sur sa mission, et cette mission doit être partagée et connue par tous. Et finalement, nous, cette démarche nous a amené à réfléchir sur une mission, sur des valeurs et sur des engagements partagés qui sont en résonance avec cette démarche. Notre mission, telle qu'on la formule, c'est prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité, avec ces 3 dimensions du prendre soin, l'humanité de chacun qui est cette
personnalisation, ce lien individuel qui fait que chacun est accompagné pour ce qu'il est, et dans les moments de fragilité, qui est le trait commun finalement des situations dans lesquelles nous intervenons, et aussi le trait commun de chacun d'entre nous en tant que personne. Et on s'est dit, se prendre soin, il vaut évidemment, dans le cadre de notre mission d'entreprise de soins, mais il est aussi l'engagement qu'on prend vis-à-vis de nos collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on a tiré le fil de cette démarche d'entreprise apprenante et de cette promotion par la formation. Deuxième chose, les valeurs. Autrement dit, quelque chose qui finalement est un socle très solide pour une culture d'entreprise partagée. Nos valeurs, on a été amené à les retravailler après les premiers temps de la crise Covid. On a réalisé en fait que dans cette période qui était vraiment une épreuve ultime à tout point de vue, moi, je me suis beaucoup interrogée sur ce qui avait fait que finalement les collaborateurs avaient continué à venir au travail. Parce que dans cette période-là, vous l'avez dit, tout le monde était... l'économie était à l'arrêt, le pays était à l'arrêt, chacun était chez soi. Et pour autant, chez moi, en tout cas, il y a eu très peu de, si je peux appeler ça comme ça, de déserteurs. Les collaborateurs, les collaboratrices surtout, continuaient à venir sans transport en commun, en ayant leur famille qui elles-mêmes craignaient, enfin, la peur au ventre, mais elles ont continué envers et contre tout. Et on a de cela beaucoup débattu ensuite et réfléchi sur finalement le moteur de cela. Et ce moteur, c'était à la fois le sentiment qu'il était indispensable qu'on soit là pour notre mission et qu'on avait des valeurs qui faisaient que chacun comptait sur l'autre pour être présent et qu'il fallait être digne de ces valeurs. La confiance, celle qu'on nous faisait et celle dont on devait être digne. La responsabilité, celle qui est la nôtre vis-à-vis des patients et de la collectivité qui nous finance et qui nous confie cette mission. Et puis l'initiative qui fait que même quand c'est complètement inédit, même quand on ne sait pas, même quand c'est dangereux, on ne peut pas s'abstenir. Et on a tiré de ces valeurs toute une série de théorèmes pratiques sur finalement comment on résout les dilemmes, les difficultés, comment on doit se comporter, quelle culture managériale, quelle culture veut-on avoir, une culture de service profondément. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un socle commun extrêmement puissant. Et puis, le dernier élément, c'est la gouvernance. Et c'est peut-être le dernier élément du triptyque aussi pour vivre décemment de son travail, qui est de se dire finalement, vivre décemment de son travail, c'est avoir un travail utile et reconnu comme tel, être reconnu pour ce qu'on y fait et pas le faire, je dirais, comme invisible, avec tout ce que ça a, encore une fois, d'effroyablement humiliant. Et puis, c'est d'avoir cette capacité de participation, au sens de la doctrine sociale de l'Église, et de pouvoir participer aux conditions d'exercice et à la détermination des conditions d'exercice. Et ça, c'est pour moi le pilier sur lequel je voudrais insister, qui est celui du dialogue social. Le dialogue social, ça veut dire avoir des représentants de proximité dans chez nous en tout cas, chaque établissement, c'est entre 50 et 200 salariés, avoir des rituels de dialogue social de proximité, mais aussi avoir de proche en proche des lieux dans lesquels on peut discuter et s'accorder sur les grandes orientations de l'entreprise, sur les difficultés qu'on rencontre, et régulièrement se réaligner en s'assurant qu'effectivement la direction que l'on prend est juste, qu'elle est comprise par tous, qu'elle est partagée. Et cette dimension de gouvernance, elle est pour moi aussi inhérente à la capacité de vivre décemment de son travail. C'est bien un travail que je choisis, un travail dans lequel je suis reconnue, dans lequel je peux me développer et dans lequel j'ai mon mot à dire en tant que personne. Merci Sophie Boissard. Est-ce que vous voulez répondre quelque chose à ce qui vient d'être dit? Sinon, oui. Juste sur les métiers en général qui visent à prendre soin des autres. Moi, je me rends compte dans les personnes que nous voyons qui sont privées durablement d'emploi, souvent elles interviennent en soutien d'un proche. Pour une part, à part quand elles sont isolées, cela arrive aussi bien évidemment. Et donc elles acquièrent des compétences dans leur vécu qui peuvent être valorisées et
Par elles-mêmes, d'ailleurs, elles disent, sauf quand elles ont une problématique de santé, car il y a beaucoup aussi de problématiques de santé parmi ces personnes, mais elles disent, voilà, j'ai envie de faire un métier pour prendre soin des autres. Voilà. Et ça ressort souvent. Donc il y a beaucoup d'activités dans les entreprises à but d'emploi en lien avec des métiers qui prennent soin justement des autres. Voilà. Et donc il y a des parcours à construire, il y a des passerelles à construire aussi entre ces entreprises à but d'emploi et les entreprises qui ont besoin justement de personnes pour développer ces services dont on a besoin pour prendre soin de l'humanité. Voilà. Vous acquiescez, Sophie Boissard. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Non, tout à fait. Et je pense qu'il faut en particulier qu'on réfléchisse à l'échelle aux reconversions. Soit alors à la remise en emploi, vous avez raison, ou aux reconversions par anticipation. On l'a fait chez Clariane un peu à titre expérimental avec Monoprix et de Richebourg, donc une entreprise secteur de la propreté, Monoprix commerce. Ces entreprises savaient qu'elles avaient structurellement, elles allaient avoir besoin de moins d'hôtes de caisse pour Monoprix et de Richebourg, que les chantiers de propreté dans certaines zones géographiques étaient en recul. Et donc elles ont eu l'intelligence de construire avec nous un système dans lequel elles ont, au lieu de faire un plan social et finalement de licencier avec tous les risques d'éloignement de l'emploi que ça suppose, en fait on a pris des salariés volontaires pour les former. Ça a duré, on a fait ça en 2021 et les premiers diplômés arrivent maintenant pour les former comme aides-soignants. Et c'est toute une aventure pour ces personnes, mais qui ont conservé leur contrat de travail en CDI, leur ancienneté, donc conservé leur statut, se sont formés en étant en alternance pour adultes, entre guillemets, chez nous. On a d'ailleurs créer des postes de compagnons pour les accompagner dans ce parcours, parce que c'est quand même pas du tout simple. Et aujourd'hui, elles commencent, ils passent leur jury, ils ont leur diplôme d'aide-soignant, et c'est vraiment une reconversion réussie. Mais on a réussi à le faire pour une première cohorte d'une centaine de personnes. Il faut probablement être capable de faire ça à une échelle x10 ou x100 ou x1000. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si on a encore 5 minutes ou si on prend tout de suite les questions, si on a beaucoup. Oui. Utiliser le Framaform pour faire remonter les questions. Et ici même, si d'aventure le QR code marche, ce qui n'est pas garanti, utilisez-le. Sinon, un papier et un crayon marcheront tout aussi bien avec des bénévoles qui pourront apporter les questions à la table des questions. Voilà. Oui, merci. Oui, juste pour terminer, donc ce thème des semaines sociales questionne le sens même du travail. C'est le sens du travail qui est interrogé ce week-end pendant 2 jours. Comment vous êtes Laurent Grand-Guillaume, vice-président de la Fondation Travailler Autrement. Et à tous les deux, pour terminer, j'aurais aimé vous demander comment vous expliquez que le sens du travail soit aujourd'hui à ce point questionné. Qu'est-ce que ça nous dit, par exemple, du fossé entre les générations? Qu'est-ce que ça nous dit des différences de vision entre les milieux socio-professionnels différents, des histoires de vie différentes? Comment vous l'appréhendez? D'abord, moi je pense que le travail n'est pas qu'une marchandise, et n'est pas une marchandise d'ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'est que dans le travail, il y a un imaginaire. Je pense que dans la salle, je vous ai posé la question tout à l'heure si vous avez déjà vu quelqu'un d'invisible. Je pense que peu d'entre vous ont déjà rêvé une fois dans leur vie d'une norme. Moi, je n'ai jamais rêvé d'une norme, d'accord ? Ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas jusqu'à présent, fort heureusement, peut-être. En tout cas, l'imaginaire, c'est derrière la transmission. Et derrière le travail, il y a des solidarités organiques, il y a des solidarités dans les territoires. Il y a la famille, bien sûr, il y a parfois même la religion dans les territoires, puisqu'il y a des territoires qui sont plus ou moins marqués par une culture. Vous voyez ? Et dans cette culture, il y a des activités qui ont émergé, des activités qui se sont transmises de génération en génération, qui ont donné un sens au travail. Et c'est vrai qu'avec l'affaissement des solidarités organiques, finalement, les personnes perdent ce sens, perdent ces transmissions, et c'est bien dommage. Je vais donner un exemple simple, rapide.
près de Châtellerault, il y a un territoire zéro chômage de longue durée qui est en expérimentation. Et quand j'avais vu le président du MEDEF, il m'avait dit, donc c'était M. Rougeaufroy de Bézieux à l'époque, il m'avait dit, Laurent, heureusement qu'il y a territoire zéro chômage de longue durée, puisque certaines personnes, on ne les aurait pas embauchées. Et j'ai trouvé que c'était le discours politique le plus franc que j'ai entendu depuis longtemps, puisque oui, il y a des personnes qui n'auraient pas été embauchées par les entreprises classiques. Et il s'est rendu sur place, puisqu'il avait un lien de parenté dans ce territoire, donc il est venu voir sur place. Et dans ce territoire, on a développé une champignonnière qui avait disparu il y a plus de 15 ans et qui appartenait à la mairie. Donc on l'a réhabilitée et on a remis en place une culture des champignons qui sont aujourd'hui pour une bonne part importés d'Europe de l'Est et d'Asie. Et donc maintenant, on produit des tonnes de champignons qui sont vendus. Et on a réussi à transmettre les savoirs par des artisans qui existent dans notre pays, mais aussi par une personne qui avait travaillé dans cette champignonnière il y a très longtemps et qui avait gardé par la transmission orale ces savoirs et les a transmis aux autres salariés qui maintenant développent cette activité. Donc voilà, pour moi, en fait, en tout cas, il faut retrouver un peu ces racines du travail, vous voyez, cette culture, cet imaginaire du travail, et c'est tout à fait compatible, l'imaginaire du travail, avec des entreprises aussi classiques. Il n'y a pas d'incompatibilité. Oui, Sophie Boissard, vous étiez tout à fait dans cet esprit également dans votre réponse, mais sur ce questionnement particulier en ce moment est peut-être assez singulier dans notre époque. Alors, je le ressens comme citoyenne, je ne le vois pas du tout dans mon secteur d'activité, où finalement la question du sens du travail ne se pose pas. La question de la pénibilité, la question de des conditions d'exercice se pose, mais le sens est absolument pas discuté. Je pense qu'il faut, c'est un peu dans la droite ligne de la réponse de Laurent, je pense que la question du travail comme mode de participation à la vie commune, à la vie sociale, je pense que c'est comme ça qu'il faut le reprendre. Et à ce moment-là, les choses deviennent très très différentes. Mais aujourd'hui, ce propos-là n'est pas porté. Le travail, c'est l'un des premiers, voire parfois pour certains, le seul mode de sociabilité. C'est intéressant. Oui, alors, passons aux questions. Philippe, peut-être une question pour Madame Boissard. Oui, on va peut-être commencer par là. Il y a plusieurs questions sur le thème suivant. Vous nous avez décrit une organisation intéressante à la fois par son métier, son rôle, sa vision, et par ce que vous nous avez dit du mode de fonctionnement. Et donc, plusieurs de nos interlocuteurs nous disent, mais vous êtes dans un secteur qui a été fortement critiqué par son mode de management, à la fois dans le dialogue social ou dans l'absence de dialogue social et dans la relation avec les personnes hébergées. Et la question complémentaire qui nous est posée, c'est quel mode de gouvernance avez-vous trouvé pour sécuriser, solidifier le type de positionnement que vous avez aujourd'hui adopté? Alors, ça pourrait être une réponse très très longue. Je vais essayer d'être la plus explicite. En fait, c'est exact que il y a quelques années, le dialogue social et le fonctionnement globalement de ces entreprises qui sont assez récentes, mon entreprise elle a 20 ans, et qui sont finalement sont passées de toutes petites structures locales à des entreprises européennes. Il a fallu qu'elles se structurent un peu comme un adolescent poussé en graines. Et pour le dialogue social, ce qu'on a fait en fait, ça a été de travailler en fait par accords successifs. On est devenu société européenne, on est devenu ensuite donc avec un comité européen de la société européenne dans lequel on retrouve des délégations de tous les pays, et on a vraiment choisi ensemble de travailler sur les conditions d'exercice et sur les formations. C'est intéressant de voir qu'ils ont tous voulu travailler sur les compétences et les conditions d'exercice et sur santé et sécurité au travail. Ça a été les deux sujets qu'on a choisis comme étant des thèmes de travail et sur lesquels aujourd'hui on avance. Et puis on a fait deuxième chose, toujours dans la dimension de pérennisation, qui est une bonne remarque, on a mis en place une formation au dialogue social.
Il ne suffit pas d'avoir des instances, encore faut-il savoir s'en servir. Et donc, d'abord, j'ai maintenant une filière de formation interne pour les directeurs d'établissement, obligatoire. Donc, c'est un parcours en fait interne, justement sur la culture du management, culture de service, sur la gestion de communautés complexes, et qui intègre obligatoirement, et on le mesure chaque année, un séminaire de formation au dialogue social. On fait la même chose au niveau des directeurs régionaux, donc au niveau des cadres dirigeants, avec nos partenaires sociaux qui eux-mêmes, nos représentants qui sont formés au dialogue social, parce que finalement, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ça s'apprend, ça se construit, ça s'éprouve dans la durée. Et depuis maintenant 5 ans qu'on a ces séminaires, ces formations, ces séminaires, on voit d'année en année une forme de maturité et aussi de capacité à dialoguer qui est beaucoup plus forte. Et puis le dernier élément dans ce puzzle, ça a été de faire une place aux représentants des salariés au conseil d'administration. Donc il y en a 2, plus une présence non votante du secrétaire du comité d'entreprise. Mais ça, c'est important parce que ça veut dire en fait que c'est 3 personnes sur 13 administrateurs. Donc c'est important. Et un comité de mission. Qui est donc une instance d'orientation qui, elle, représente, il y a 3 collèges. Il y a un collège salarié, donc issu de ces différentes instances de représentation, un collège de personnalités qualifiées et surtout un collège des instances de représentation des personnes, des usagers de nos structures, à travers de proche en proche les conseils de vie sociale dans les maisons de retraite ou les conseils, les conseils de patients dans les cliniques, et on a des conseils de parties prenantes dans chaque pays, et donc on a le président de cette structure qui est représenté dans le comité de mission. Et ce comité de mission, il fait un travail très structuré qui interroge en fait nos politiques et les engagements qu'on a pris, interroge aussi l'impact. Donc vraiment on a un travail de fond sur se dire finalement quand on dit qu'on est une entreprise apprenante et que l'on forme et on promeut par la formation, ok, ça veut dire quoi? C'est combien de personnes? C'est quel diplôme? C'est quel taux de succès? Et c'est quel recrutement interne versus recrutement externe? Exemple, quand on dit qu'on s'engage pour améliorer la santé et la sécurité au travail et qu'on prend des engagements en matière de prévention des accidents du travail en particulier ou des maladies professionnelles qui sont un des sujets importants de notre secteur, concrètement, comment ça se mesure, comment ça se traite et comment ça évolue. Bon, voilà, on a quelques axes, 5, qui sont travaillés avec ce comité de mission. Et donc moi, je suis assez... de toute façon, c'est un métier dans lequel il faut être extrêmement humble et avoir conscience que chaque jour, dès lors qu'on s'occupe de personnes, qu'on est auprès de personnes fragiles, les risques de ne pas être juste au sens musical du terme, le risque de passer à côté de quelque chose, le risque d'être trop rapide, tout ça c'est une forme de maltraitance d'une certaine manière, il est là. Et donc la seule manière qu'on a de pouvoir s'améliorer et prévenir cela, c'est en formant, c'est en permettant au plus grand nombre de parler et de signaler, et en travaillant encore et encore sur notre culture et notre éthique d'entreprise. Et donc c'est cet ensemble des démarches-là qui est aujourd'hui le cœur même de la démarche d'entreprise. Peut-être juste rappeler que vous êtes donc une entreprise à mission, en fait. C'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Oui, pardon. Alors effectivement, je voulais pas forcément très... Mais effectivement, nous avons choisi il y a maintenant un peu plus d'1 an de devenir donc entreprise à mission. Ça a été voté par l'Assemblée générale des actionnaires à 98,8%, je crois. Donc ça, c'était une bonne chose. Mais c'était l'aboutissement de toute cette démarche. Et finalement, le principal élément, ça a été effectivement de mettre en place ce comité de mission comme pendant du conseil d'administration, et ce comité de mission donc qui est présidé d'ailleurs par le docteur Françoise Weber, une médecin de santé publique assez extraordinaire qui a présidé une des agences sanitaires en France et qui a l'habitude de cette méthode finalement de concertation et d'alignement partagé. Donc ce comité de mission donc fait ce travail et va publier et rend compte à l'Assemblée générale des actionnaires et donc publiquement de ses constats, de ses recommandations et aussi des points de progrès. Oui, alors il y a des questions maintenant pour Laurent Grand-Guillaume. En fait, donc, la première question, comment accélérer les territoires zéro chômeur et comment les généraliser?
Ça ne peut pas être généralisé par principe puisque il faut une volonté. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas une volonté politique territoriale par les élus locaux, les acteurs locaux de faire le projet, il ne peut pas se faire. Donc il faut accepter dans notre pays où tout est centralisé et uniformisé, mais qu'il y ait une différenciation, c'est-à-dire que le projet se réalisera là où c'est possible parce qu'il y a une volonté. Première chose, c'est important parce que ce n'est pas culturellement quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On pense que tout va s'appliquer partout de manière identique. Ça n'existe pas, à part dans les livres et dans les décrets. Pour la suite, il y aura une 3e loi à défendre l'année prochaine, puisque l'expérimentation a une durée de 5 ans. On me dit toujours, mais 5 ans, c'est long, il faut peut-être arrêter l'expérimentation, mais expérimenter, c'est un long chemin. Expérimenter, c'est agir pour tenter de toucher un idéal. Vous voyez ? Et donc, par touches successives, par l'expérience, nous apprenons, et on apprend encore aujourd'hui après près de 10 ans d'expérience, et il faut continuer. Et donc, la suite, c'est de continuer à augmenter le nombre de territoires, car on est contacté chaque semaine par des territoires qui veulent expérimenter, et de continuer à faire grandir le projet chemin faisant, par l'expérience. Et puis un jour, peut-être, le seuil de conscience collective aura été franchi, le moment où on se dira, eh bien maintenant, c'est une idée qui est acceptée par tous, et elle peut se réaliser là où c'est possible, et dans de nombreux territoires encore. Voilà. Alors, il y a une autre question qui vise plutôt à essayer de toucher du doigt l'impact sur une zone qui est déclarée zéro chômeur. Au bout d'un an, est-ce qu'on a une idée du nombre de gens qui restent au bord de la route dans ces zones-là ou pas ? Alors d'abord, on embauche au fur et à mesure du temps les personnes en fonction des activités qui sont développées, puisqu'on n'embauche pas quelqu'un pour qu'elle n'ait pas d'activité en face. Ça serait complètement contre-productif. Donc ça prend du temps d'embaucher les personnes. Si je reprends l'exemple de Prémery tout à l'heure, il y a à peu près 102, je crois que c'est 102 personnes actuellement en emploi dans l'entreprise du territoire de Prémery dans le cadre de territoire zéro chômeur. C'est devenu la première entreprise du territoire déjà. Mais il reste encore de nombreuses personnes en privation durable d'emploi. Et ça fait 8 ans qu'on expérimente. Donc vous voyez que pour arriver à faire en sorte déjà d'apporter une solution à chaque personne, c'est compliqué. Et par ailleurs, il faut savoir qu'à Prémery, il y a plus de 200 personnes qu'on a aidé à retrouver un emploi, puisque en moyenne, on a le même nombre de personnes, équivalentes au nombre de personnes embauchées dans les EBE, dans les entreprises à but d'emploi, qui ont été embauchées par des entreprises locales, par l'accompagnement du comité local pour l'emploi, qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver des solutions à des personnes sans passer par notre propre solution. Et c'est quasiment le même nombre que les salariés. Donc ça, c'est un bel exemple. Il y a des territoires dans lesquels on est à l'exhaustivité, c'est-à-dire où il n'y a quasiment plus de personnes volontaires pour travailler dans une entreprise à but d'emploi ou pour être accompagné par le comité local pour l'emploi. Mais comme me l'avait dit très justement William Julius Wilson, qui est un grand sociologue américain à l'université d'Harvard, il m'avait dit, si vous comprenez pourquoi certaines personnes ne viennent pas au projet et pourquoi certains territoires ne viennent pas au projet, vous ferez grandir le projet. Donc il ne faut pas se satisfaire du fait que finalement, il y ait des personnes qui ne soient pas volontaires pour venir dans l'expérimentation et se dire pourquoi ces personnes ne viennent pas à nous, et peut-être que nous ne sommes pas la seule solution, c'est certainement le cas, et quelles sont les solutions autres que l'on peut construire avec ces personnes pour une solution d'emploi ou de travail. Et ça, il y a quelques zones zéro chômeur qui aujourd'hui approchent du zéro chômeur. Il y a Jouques dans les Bouches-du-Rhône, Mauléon dans les Deux-Sèvres, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de personnes en privation d'emploi, ça veut dire qu'il y a des personnes, il n'y a plus de volontaires pour venir dans le territoire zéro chômeur, mais il y a encore des personnes en privation d'emploi. Voilà. Et donc il faut dessiner d'autres solutions, sans doute, pour y arriver. Merci. Votre intervention, madame, a provoqué 2-3 remarques que je vais vous lire, non pas pour y répondre, mais parce que ça vous donnera un peu l'ambiance. Et puis une question auquel vous serez sans doute intéressé de répondre. Parmi les remarques, il y a quelqu'un qui me dit « Pourquoi avoir nommé petit-fils une entreprise qui n'emploie quasiment que des femmes ? Vous auriez pu l'appeler petite-fille. » Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit « Est-ce sérieux de tenter de vivre décemment de son travail quand on travaille à temps partiel non choisi ?» Alors, je sais que vous, vu vos besoins, vous poussez au travail à temps complet, mais j'ai trouvé que cette remarque était intéressante. La loi favorise le travail à temps partiel, souvent moins taxé. Est-ce normal ? Mais ce n'est pas une question qui vous est adressée, c'est une remarque. Mais par contre, la question... Notre politique, notre offre, c'est toujours du temps complet.
Et effectivement, je suis d'accord avec ce constat. Alors par contre, la question qui vous est posée par une enseignante en lycée professionnel est la suivante. Pourquoi ne créez-vous pas plus de partenariats avec l'éducation nationale? Les formations en interne n'enferment-elles pas les collaborateurs dans votre groupe? Alors je répondrai, je ne demande que cela. Que cela. J'ai été invitée une fois à un super colloque éducation nationale. Il y avait tous les rectorats, les inspections, etc. qui étaient présents. C'était à Poitiers, au Futuroscope. Et j'avais l'impression qu'on avait... Après, il y avait un déjeuner avec tous les responsables du recrutement des inspections académiques. Et en fait, j'avais l'impression qu'on était dans deux mondes, deux planètes différentes. C'était incroyable. Ce truc m'a vraiment marqué. C'était en 2019. C'était Jean-Michel Blanquer qui avait lancé ça. Puis après, le Covid est passé là-dessus, sur ces entrefaites, et ils sont passés à autre chose. Et là, aujourd'hui, on travaille avec une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle C'est Possible, qui est une association avec beaucoup de bénévoles retraités qui, en fait, se préoccupe de prévenir le décrochage en lycée professionnel, puisque c'est aujourd'hui là qu'on a le plus grand risque de décrochage. Et en fait, ils accompagnent des jeunes en lycée professionnel et ils font le lien avec des entreprises qui peuvent les prendre en stage de pré-alternance, parce qu'on en est là aujourd'hui. Il y a vraiment une espèce d'antinomie entre les formations au lycée professionnel et l'alternance, alors qu'en réalité, les deux devraient être complètement fusionnés en termes de démarche. Donc nous, on a une fondation, Clariane. On a travaillé l'année dernière, ça a super bien marché avec 3 lycées professionnels de Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on a accompagné des élèves de première et de terminale, donc de bac. J'oublie toujours le AS, enfin le bac action sanitaire et sociale, voilà, exactement, voilà. Donc ils sont venus en stage en maison de retraite et ils ont beaucoup échangé. Enfin, on les a suivis tout au long de l'année et d'ailleurs ça leur a donné ensuite tous les éléments pour ensuite pouvoir briguer la qualification d'aide-soignant, puisque quand on sort en fait de ce bac, on n'est pas aide-soignant, il faut encore être formé un cran après. Et on a aujourd'hui étendu ce partenariat grâce à l'intermédiaire de C'est Possible à 3 ou 4 autres lycées, pas seulement région parisienne, mais aussi en territoire. Donc on fait vraiment de l'appariement entre 1 ou 2 établissements de notre côté et un lycée pro, et puis des classes spécifiquement et une équipe enseignante, et ça permet d'accompagner. C'est super, ça marche, et je ne demande que ça. Mais pour ça, il faut avoir si on n'avait pas cette association, on n'y arriverait pas. Et donc c'est un peu une réponse du berger à la bergère. Petit-fils, je réponds, l'histoire est quand même assez rigolote. Ça a été créé en fait, cette entreprise de service à la personne, au départ par 2 petits-fils qui se préoccupaient de la manière d'accompagner leurs grands-parents. Ils sortaient d'école de commerce et donc ils ont trouvé que finalement l'offre de service à la personne qui était proposée n'était pas du tout au niveau, et donc ils ont créé cette entreprise Petit-Fils, parce que Petit-Fils c'est eux. Et ça a beaucoup imprégné la culture et l'histoire de l'entreprise, et du coup on l'a gardé parce que je trouve que c'est très important de conserver mémoire de l'histoire des institutions, et donc c'est vraiment c'est l'histoire, voilà. On a encore une question qui nous vient d'Internet, là, en fait, donc pour Monsieur Grand-Guillaume. L'expérimentation depuis plusieurs années de l'initiative Territoire Zéro Chômage en soi remarquable montre-t-elle que ce modèle est financièrement viable ou requiert-il des subventions publiques importantes dans la durée? Alors, il faudra toujours de l'argent public pour financer ce projet. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'essentiel des activités qui sont développées ne sont pas des activités qui sont lucratives, et fortement lucratives, puisqu'autrement elles seraient développées par le secteur économique marchand. Première chose. Deuxième chose, on accueille, comme j'ai dit, des personnes qui étaient en moyenne au chômage depuis 5 ans et pour 25% en situation de handicap. Donc elles ont besoin de temps, d'accompagnement, et on ne leur demande pas une productivité avec une intensité énorme par rapport aussi à leur capacité, puisqu'il y a des personnes qui ont été abîmées aussi par le travail. Donc il faudra toujours une part d'argent public. Il y aura le chiffre d'affaires, bien sûr, mais après, je pense qu'il faut assumer ce coût. Le coût du chômage longue durée en France, il a été estimé à environ 45 milliards d'euros par an. C'est énorme.
Territoire zéro chômeur, aujourd'hui, c'est 80 millions d'euros, le budget annuel. Bon, je pense qu'on peut faire l'effort. Il y a d'autres choses qui sont faites qui mériteraient sans doute d'être repensées, voire réduites. Pour ce qui nous concerne, je pense qu'on a un impact réel dans les territoires. Et en plus, ces personnes, pour une part, retrouvent un autre emploi. Et pour ce qui est des seniors que nous embauchons, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de solutions dans leur territoire. Quand à 60 ou 62 ans, elles cherchent un emploi et qu'elles n'arrivent plus à en trouver, un territoire zéro chômeur de longue durée est aussi là pour les accompagner. Donc voilà, il faut en assumer le coup. Je pense qu'il ne faut pas là-dessus se poser trop de questions. Et puis par contre, bien gérer la dépense publique. Et d'ailleurs, pour nous accompagner dans le projet, on a un fonds d'expérimentation qui était présidé par Louis Gallois, qui est maintenant présidé par François Noguet, qui était DRH de la SNCF. Et on a Michel de Virville, que certains d'entre vous connaissent, qui est aussi très impliqué dans le projet, qui a une longue expérience entrepreneuriale. Donc c'est plutôt bien encadré. Une ultime question. Allez, j'ai une dernière question de la part de 3 personnes qui ont pris au sérieux le titre de notre réunion, Vivre décemment de son travail. Et sous des formes différentes, assez pointues ou plus générales, ces 3 personnes me demandent que vous nous parliez un peu de la politique salariale de votre entreprise, à la fois de la vision que vous avez de cette politique salariale et de son évolution, et aussi, dans votre métier très contraint, des écarts salariaux que vous observez ou avec lesquels vous vivez. Alors effectivement, c'est tout à fait juste. La politique salariale, elle est contrainte puisqu'en réalité, on applique une grille de salaire qui correspond au financement assurance maladie ou caisse ou CNSA, si je prends la France. Les salaires ont augmenté en moyenne depuis 2019. Le Covid a vraiment été salutaire en ce qu'on a en moyenne eu des augmentations entre 25 et 30% des salaires sur les 5 dernières années. Donc ça a été des réévaluations très significatives grâce à ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, qui a été vraiment un renforcement significatif des fonds pour ces deux familles d'activités. Qu'est-ce qu'on peut, enfin, la question du juste salaire pour quelque chose qui est finalement une activité profondément, enfin, si tu laisses, qui n'a pas de prix d'une certaine manière, quelque chose de très, c'est une question pas facile. Elle a un coût, exactement. Et donc, aujourd'hui, une aide-soignante diplômée, elle commence à 2300 euros brut salariés, et un infirmier, c'est plutôt autour de 3000. En prenant en compte le fait que c'est évidemment des activités dans lesquelles vous avez aussi par cycle de la présence le week-end. Enfin, donc c'est en prenant en compte les conditions d'exercice réel. Ensuite, on mesure ce qu'on appelle des coefficients. On mesure en fait un ratio dit d'équité, donc effectivement les écarts entre la rémunération moyenne dans l'entreprise et la rémunération des plus élevés. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a un ratio d'équité qui est inférieur à 50, ce qui est énorme, je suis d'accord, entre ma rémunération mais qui reste, enfin, sur lequel on essaie effectivement d'être le plus comprimé possible, et en tout cas qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut entendre dans d'autres types d'entreprises, et ce qui me paraît évidemment indispensable. Je salue cet effort de transparence, madame, parce qu'il est rare. Tout ça figure dans notre rapport. Alors, il nous reste à vous remercier pour votre présence ce soir et pour les spectateurs qui nous ont regardés sur Internet. Merci beaucoup Sophie Boissard et Laurent Grand-Guillaume. Merci beaucoup.